Alors, l'histoire est partie d'un phénomène banal, hein. J'ai lu un livre qui parlait des castrats italiens. Donc, les castrats italiens, c'est des personnes, des personnages qui étaient castrés il y a bien longtemps en Italie pour pouvoir servir de chanteurs dans les opéras. Donc, lorsque j'ai lu cette histoire, je me suis demandé qu'en était-il en Afrique de la castration, parce que j'avais déjà entendu parler d'eunuques, notamment dans le royaume d'Abomey, lors de visites sur le site du royaume d'Abomey. Et je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il y avait des eunuques effectivement en Afrique, comment ces eunuques étaient fabriqués, entre guillemets, et quel était l'usage qui en était fait. Donc, en fait, l'histoire est partie banalement de là. Je me disais que j'allais recevoir assez d'informations, recueillir suffisamment de matériaux pour écrire une nouvelle sur la castration en Afrique à l'époque historique. Et puis, je me suis aperçue qu'il y avait eu tout un système développé autour de cette réalité de la castration, notamment pendant l'esclavage oriental, donc l'esclavage qui a consisté à déporter des Africains du continent africain vers l'Orient. Et que donc pendant ce processus, justement, des jeunes Africains, des enfants, étaient castrés et déportés sur ces terres-là pour servir notamment de gardiens de harem dans ces différents royaumes. Et voilà, donc j'avais recueilli tellement de matériaux que finalement, ce n'était pas une nouvelle que je devais écrire. J'ai écrit un roman sur la question. Oui, j'ai choisi de raconter l'histoire à la première personne. C'est une réalité qui s'est vraiment imposée à moi parce que quand j'ai entamé le projet de rédaction de Paria, mon idée était vraiment de redonner la parole à ces eunuques qui ont été déportés et plus généralement à tous ces esclaves qui ont été déportés de l'Afrique pendant la traite orientale, simplement parce que je me suis aperçue que j'avais entendu parler de traite orientale, mais de façon très, très marginale. Je n'ai jamais vu de film sur la traite orientale, je n'ai pas lu de livre sur la traite orientale, contrairement à la traite négrière, la traite transatlantique qui est très documentée. Déjà, enfant, nous avions regardé tous des films célèbres sur l'esclavage. Et d'un autre côté aussi, il y a les descendants des esclaves qui ont été déportés dans les Caraïbes, en Amérique, etc., qui sont toujours là et qui peuvent parler, qui peuvent témoigner, qui sont vraiment des témoins vivants de la tragédie de la traite négrière. Et mon idée, ce n'était pas de faire une échelle des souffrances ou des tragédies, mais j'ai compris que dans le processus de la traite orientale, il y avait ce côté castration, donc privation de descendance, et les filles, tous les garçons n'étaient pas castrés, bien entendu. Il y avait beaucoup de garçons qui étaient castrés, beaucoup qui mouraient des suites de la castration, mais ils n'étaient pas tous castrés. Mais les unions mixtes étaient mal vues en Orient à cette époque. Et les jeunes femmes qui étaient détenues dans des harems ou dans des foyers comme esclaves, elles étaient avortées. Donc, cela explique qu'il n'y a pas une foison de descendants de ces esclaves qui ont été victimes de la traite orientale, comme on peut l'observer dans les pays qui ont été bénéficiaires, si on peut le dire comme ça, de la traite négrière. Donc, mon projet, c'était vraiment de donner la parole à ces esclaves qu'on avait privés de descendance, qu'on avait privés de parole, et qu'on continue, je peux dire comme ça, de taire leurs souffrances jusqu'à aujourd'hui. Et il s'est fait que lors du lancement du roman, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert l'existence du phénomène de la traite orientale à l'occasion du lancement de Paria. Paria, j'ai vraiment galéré avant de trouver le titre du roman. Cela ne m'arrive pas très souvent. En général, je trouve très vite un titre. Mais là, j'ai vraiment cherché un titre qui pouvait coller à cette douleur, à cette histoire triste que je raconte, mais aussi à la résilience du personnage central, bien des deux personnages centraux du roman,
Et puis, un beau matin ou un beau soir, je ne sais plus quand, le mot paria s'est imposé parce que finalement, ce monsieur qui a été réduit en esclavage après sa castration était comme un paria dans le royaume dans lequel il a été déporté. C'est pareil pour l'héroïne aussi qui a été déportée, qui a été souvent avortée, qui n'a pas pu avoir de descendance. Donc, j'ai trouvé ce titre comme étant le plus à même de décrire la réalité de ces deux personnages. Et puis, il y a une réflexion philosophique qui traverse le roman et qui montre aussi que, d'une certaine manière, que ce soit vous, que ce soit les personnes qui nous suivent ou même les lecteurs, l'on est toujours le paria de quelqu'un dans nos sociétés. Et donc, il y a cet aspect aussi qui m'a inspiré le titre. Alors, je peux dire que l'écriture surtout des passages de violence, notamment les passages liés à la castration, l'écriture de ces passages a été douloureuse également pour moi. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui ont lu le roman et qui en ont ressenti beaucoup de douleur, mais c'est vrai que ça a été très douloureux. Mais j'ai voulu également montrer une vision pas idéaliste de l'Afrique, mais une vision, je dirais, réaliste de l'Afrique. Parce que vous savez, l'Afrique qui nous est exposée dans les médias en général, surtout les médias occidentaux, c'est l'Afrique des guerres, c'est l'Afrique des souffrances, l'Afrique des déplacés, l'Afrique de la famine. Et moi, j'ai voulu montrer à travers l'écriture des passages au village qu'en Afrique, ce n'est certainement pas le paradis dans le sens chrétien du terme, mais quand même, il y a de bonnes choses aussi qui se passent en Afrique. Il y a du bonheur, il y a des traditions qui sont gardées et qui permettent aux populations dans les villages d'interagir et de vivre quand même assez heureuses. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer en contradiction avec ce monde violent que le héros découvre et dans lequel il est contraint d'habiter. Et donc, il y a ce parallèle entre le monde un peu idéalisé dans la tête du héros du village et puis les grandes villes dans lesquelles il aura à traîner son existence. Oui, en fait, la question de l'émasculation pose en réalité le problème d'une certaine tentative de prise de pouvoir sur le corps d'autrui. Parce que le harem, en fait, est constitué comme un monde dans lequel vivent les femmes du sultan. Et le sultan a besoin d'hommes pour surveiller ses épouses, mais en même temps, il n'a pas besoin de concurrents. Et donc, la solution trouvée, c'est de priver les hommes qui vont travailler au contact de ces femmes de leur masculinité. Donc, il y a une question de prise de pouvoir sur le corps de l'autre et qui se manifeste également par les avortements. Les avortements sur les épouses, notamment africaines, qui viennent dans ce harem. Elles sont même pas considérées comme des épouses, en fait, elles sont considérées comme des esclaves sexuels. Et il faut dire les choses par leur nom. Donc, il y a aussi ce processus, cette organisation du harem qui permet de les avorter systématiquement chaque fois qu'elles tombent enceintes, parce qu'on n'a pas envie de voir des enfants de couleur dans la population des descendants du sultan. Donc, il y a cette question qui traverse un peu l'œuvre donc de la prise de possession du corps d'autrui et qui peut s'élargir aujourd'hui à beaucoup d'autres questions que je ne vais pas explorer. Bon, c'est un peu peut-être des deux, parce que le héros, en se disant qu'il n'est plus vivant, il peut également faire face à son destin tragique.
mais je pense que c'est aussi une façon de se questionner sur ce qui peut rester de l'humanité d'un être humain, notamment d'un homme, s'il est privé de ce qu'on considère, notamment dans les sociétés patriarcales, comme ce qui fait de lui justement un homme. C'est important quand même lorsqu'on s'attaque à un sujet aussi dur que la traite orientale, et qu'on parle d'émasculation, qu'on parle de déportation, ainsi de suite. C'est important de laisser quand même une note positive dans une telle œuvre. Et je pense quand même, moi je suis une personne amoureuse éternelle de l'amour et je crois qu'au-delà de tout, c'est l'amour qui compte. Même s'il y a des atrocités dans le monde, même s'il y aura toujours des personnes qui seront malheureusement méchantes, même s'il y a ce capitalisme, parce que c'est en fait le capitalisme qui explique toutes ces difficultés du héros et tous ces problèmes qui se posent dans le roman, même s'il y a ce capitalisme régnant, quand même, l'amour peut, de mon point de vue, toujours permettre de triompher de tous ces problèmes qui se posent. Oui, au départ, dans le projet d'écriture de Paria, j'avais deux personnages, évidemment. J'avais Enette et Kaba qui devaient être victimes de cette traite orientale dont j'avais envie de parler. Et puis, il m'est paru avec l'écriture. Lorsque je progressais dans l'écriture du roman, j'ai en fait compris que c'était une évidence qu'il y avait de faire en sorte que ces deux personnages soient amoureux l'un de l'autre et que cet amour triomphe malgré tout. Parce que j'ai compris que si je racontais toute cette tragédie et que tout était négatif dans le roman du début à la fin, sa lecture serait trop dure pour les lecteurs. Donc j'ai voulu quand même qu'il y ait ce contrebalancement avec cette histoire d'amour pour dire aux gens que quand même si la nuit dure trop longtemps, quand même le jour peut finir par poindre. Oui, lorsque j'ai voulu écrire le roman, j'ai effectué énormément de recherches sur déjà la traite orientale, mais également sur le statut des eunuques africains dans ces royaumes et je me suis rendu compte qu'il y avait un paradoxe. En même temps, les eunuques ne pouvaient pas prétendre à se marier, déjà avoir une descendance, mais autant ils étaient vus comme une alternative moins dangereuse quand même que, par exemple, les descendants du sultan. Parce que le sultan, c'est une époque où il y avait aussi beaucoup de coups d'État, il y avait une opposition entre frères, entre cousins, etc. pour accéder au trône. Donc, les eunuques étaient vus comme un moindre mal. Parce que le sultan sait que si je nomme mon eunuque ministre, par exemple, il n'a pas de vue sur mon trône, puisqu'il n'a pas d'enfant à qui laisser une fortune. Il n'a pas une épouse ou des épouses à qui léguer sa succession. Donc, cela fait que paradoxalement, les eunuques étaient vus comme des collaborateurs plutôt loyaux, parce qu'ils n'avaient pas de famille non plus. Ils étaient enlevés à leur village, à leur famille. Et ils ne connaissaient quasiment personne dans le pays. Donc, la personne qui était le cœur de leur monde, un peu comme les habitants du harem, c'était le sultan. Donc, c'était vraiment ce qu'on a appelé des esclaves idéaux. En fait, j'ai écrit les passages de résistance dans le roman simplement parce que lorsque j'ai voulu faire de mon personnage central un poète, il devait écrire des poèmes que je devais donc écrire, je suis allée chercher de la poésie écrite à l'époque par des poètes qui ont vécu à l'époque où j'ai situé à peu près mon histoire. Et je me suis rendu compte que ces poètes, pour la plupart arabes, étaient non seulement très racistes,
Mais il y avait des poèmes que j'ai lus qui m'ont personnellement choquée parce que dans ces poèmes, il y avait des poètes racistes qui disaient que les Noirs sont faits pour l'esclavage et que si les Noirs sont réduits en esclavage en Orient, c'est parce que justement c'est un peuple qui est naturellement fait pour l'esclavage, c'est des gens qui ne se révoltent pas et qui acceptent naturellement la domination. Et lorsque j'ai lu ça, j'étais vraiment choquée et je suis allée faire des recherches pour comprendre comment les esclaves sur cette terre orientale se sont comportés. Est-ce qu'il y a eu des épisodes de révolte comme on a vu dans les Caraïbes, aux Amériques, ce qu'on a appelé le marronnage, les esclaves qui fuyaient les plantations, qui s'organisaient. Et j'ai vu dans la littérature qu'il y a eu beaucoup de révoltes, dont 2 grandes révoltes qui ont vraiment ébranlé les empires orientaux qui utilisaient les esclaves africains. Et je me suis dit que je ne pouvais pas écrire ce roman sans faire montre de ces épisodes de révolte et donc donner, je dirais, comme un droit de réponse à ces poètes en différé pour dire que c'est faux, les Africains ne sont pas faits pour l'esclavage et plus généralement, l'être humain est un être de liberté et si vous l'emprisonnez, vous l'entravez, tout naturellement, il cherche à se libérer, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc ou qu'il soit jaune. Oui, c'est une volonté vraiment de repositionnement du regard. On connaît tous le proverbe, je ne sais pas si c'est un proverbe ou un dicton. Lorsque le chasseur raconte la chasse, il joue toujours un rôle glorieux dans ce qu'il raconte. Et si c'est le lion qui raconte, c'est sûr qu'on aura une autre version. Et moi, je me suis dit que quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit que c'était une occasion vraiment en or pour que, en tant que descendants de ces personnes. Moi, je considère que en tant qu'Africains, nous sommes des descendants plus ou moins de ces personnes qui ont été réduites en esclavage sur les terres orientales. Donc, en tant que descendants de ces personnes, nous avons un devoir de prendre la parole. Ces gens n'ont pas pu s'exprimer à l'époque et ce n'est pas faute de l'avoir voulu. Mais en tant que descendants, nous sommes obligés, j'ai senti comme une obligation de parler à la place de ces personnes et aussi de faire connaître cette histoire par le prisme de l'Africaine que je suis. Je pense qu'on écrit peut-être pour soi et il y a peut-être des personnes qui écrivent pour elles-mêmes et qui ne publient pas. C'est un choix qui se respecte. Mais je crois que lorsqu'on écrit et que l'on publie, c'est que l'on écrit pour être lu. Maintenant, la question qui est cruciale dans l'œuvre, c'est est-ce que l'on écrirait différemment si l'on était certain de ne pas être lu? Vous voyez, est-ce que l'on écrirait différemment par rapport à ce que l'on écrit quand l'on sait que l'on va être lu et quand on sait aussi qu'on va être lu, mais par qui? Vous voyez, je pose un peu cette question parce que on dirait qu'il y a des écrivains aussi qui écrivent en fonction des attentes d'un certain public. Voilà, donc c'est un peu cette réflexion que j'introduis dans le roman pour savoir jusqu'où s'arrête la liberté d'écriture d'un écrivain et où commence sa volonté de plaire à X ou à Y en écrivant son œuvre, ou même de déplaire à X ou Y, mais quelle est l'influence du lecteur du potentiel lecteur sur l'écrivain? Oui, je pense que définitivement, comme c'est montré dans le roman, c'est important de transmettre par les deux truchements, aussi bien par le livre que par l'enfant. C'est ce qui est dit dans le roman et j'ai voulu mettre cette réflexion pour faire un peu un parallèle aussi avec les esclaves qui ont été réduits donc en esclavage sur les terres orientales, qui n'avaient pas de descendants. Et donc, ces descendants n'ont pas pu raconter leur histoire. Jusqu'aujourd'hui, si vous allez par exemple aux Antilles, vous avez des Noirs ou des Métis
qui connaissent un tout petit peu l'histoire de leur famille, qui peuvent vous dire mon grand-père vient sensiblement de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Il est venu à peu près en esclavage ici dans les années, je sais pas, 1800, etc. Mais les esclaves orientaux n'ont pas cette descendance qui peut les raconter. Et donc, le livre peut quand même suppléer à cette carence. C'est un peu ce que j'essaie de dire dans le roman. Oui, tout à fait. Forcément, c'est une forme de survie. Et je crois que l'écriture aussi, pour beaucoup d'écrivains, c'est une forme, c'est une façon, le fait d'écrire, c'est une façon de survivre parce que les écrivains ont beaucoup de choses à dire. Ils ont envie de les dire et le fait de les écrire, cela leur permet de s'épancher, de s'exprimer et de se libérer finalement. Oui, déjà, je souhaiterais que les lecteurs découvrent cette histoire. Pour les personnes qui connaissent cette histoire mais n'en connaissent pas les détails, que ces personnes en découvrent les détails. Et effectivement, que les problèmes qui se sont posés à cette époque ne soient pas dupliqués à notre époque aujourd'hui, qu'on sache ce qui s'est passé et qu'on fasse en sorte d'éviter de reproduire les mêmes travers. Donc, je pense que Ménette, bon, c'est un personnage de fiction, mais je crois qu'il a refusé le statut de victime dans le roman et il a décidé de prendre ce qu'on lui a laissé et de bâtir sa vie autour de cela. Donc, je crois que c'est aussi important que nous puissions, en tant que peuple marginalisé ou peuple exploité à l'époque, un peu nous départir du statut de victime pour nous réemparer de cette histoire, la raconter avec beaucoup de lucidité et en tirer les conséquences pour que ces drames ne se reproduisent pas. Oui, évidemment, j'ai ressenti beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotions aussi parce que le roman Paria, c'est beaucoup de nuits d'insomnie, beaucoup de travail. Et j'ai ressenti de la gratitude déjà envers le jury du Grand Prix Afrique, envers également mon co-éditeur My African Cliché avec qui j'ai édité le roman avec ma maison d'édition Vénus d'Ébène. Et puis j'ai dédié le prix à tous les écrivains et surtout les écrivaines béninoises et africaines qui, euh, qui écrivent depuis l'Afrique et qui restent en Afrique pour écrire et se font éditer en Afrique. Ah ben, je peux dire aujourd'hui que c'est la plus forte ou la plus importante distinction que j'ai reçue en tant qu'écrivaine. Et quand je revois un peu le chemin parcouru, cette époque où j'ai commencé à écrire, je me dis quand même qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de travail. Je prends cette distinction comme une invitation à persévérer dans le travail. Ah oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes que je connaissais ou qui me connaissaient à travers les réseaux sociaux, ou peut-être de réputation aussi. Et il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup d'achats. Et voilà, c'était un salon très réussi avec une énorme fréquentation, une très bonne communication. Les personnes de la diaspora, que ce soit les Béninois, les Africains de France, mais aussi des Français ou des Européens se sont déplacés sur le salon. Donc, ça a été vraiment 2 jours intenses d'échanges,
je peux dire, une grande messe célébrée autour du livre africain au cœur de Paris. Ah oui, c'est quand même l'occasion de faire connaître le travail qui se fait par les écrivains au Bénin et plus généralement en Afrique. Donc, je crois que c'est toujours intéressant que des écrivains béninois postulent à ce genre de prix. Hein. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on ne gagne pas. C'est pas très grave. Et puis, si on gagne, c'est un formidable coup de projecteur sur la littérature de tout un pays. Alors, le public est rencontré à Paris, c'est un peu comme le public que j'ai rencontré à Cotonou lorsque j'ai publié Paris. Il y avait beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas cette histoire et qui étaient curieuses de la découvrir à travers le roman Paria. Donc, je pense que c'est heureux d'avoir abordé cette question. Et comme moi, j'ai l'habitude de le dire, le plus important pour un écrivain, c'est de pouvoir poser des sujets. Après, ce que le public en fait ou pas n'est pas important pour l'écrivain, mais c'est bien quand même qu'en tant qu'écrivain, on puisse porter sur le devant de la scène des questions qui n'auraient pas été abordées forcément si le livre n'avait pas existé. Et j'ai quelques ouvrages qui sont déjà finalisés, dont on va procéder à la publication dans les prochains mois. Et puis j'ai d'autres chantiers littéraires également sur lesquels je travaille activement. Alors déjà, si moi je l'ai eu, c'est que tout le monde peut l'avoir. En fait, c'est comme ça que moi je considère les choses. Tant que je les ai pas faites, je me dis qu'elles sont extraordinaires. Dès que je les fais, je me dis que si je les fais, c'est que la plupart des personnes peuvent les faire avec un peu de volonté. Donc, je crois que le plus important, c'est que en tant qu'écrivain, nous nous fassions plaisir. Je rejoins un peu la question qu'on abordait tout à l'heure sur la motivation d'un écrivain. Donc, que nous puissions nous faire plaisir en abordant des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et puis, le pire qui peut nous arriver, c'est que nos œuvres soient reconnues au plan national ou au plan international. Donc, ce n'est que de bonne guerre. Alors, je revois un tout petit peu cette année 2016, lorsque nous avons commencé à penser à ce projet Miss Littérature, que nous avons commencé à réfléchir vraiment autour des épreuves qui pourraient agrémenter ce concours, du processus, ainsi de suite. Et je pense que je suis fière du chemin parcouru. Et je suis vraiment reconnaissante au public parce que lorsque nous avons lancé la première édition de Miss Littérature en 2016, nous ne savions pas trop à quoi nous attendre. Mais tout de suite, le public a accepté le concours comme une évidence. Et donc, c'est le lieu vraiment de remercier toutes ces personnes qui nous suivent depuis cette époque. Et puis, rendre hommage aussi aux parents qui laissent leurs filles venir à Miss Littérature pour s'exprimer et exprimer tout le potentiel dont elles sont dotées. Alors déjà, Miss Littérature, c'est des centaines et des centaines de jeunes filles qui sont impactées chaque année à travers le concours. Et c'est également des jeunes filles qui, à leur tour, se rendent dans les collèges, dans les lycées, dans les universités
pour sensibiliser leurs camarades. Déjà, le fait qu'elles sont reconnues, qu'elles gagnent des cadeaux, qu'elles font des voyages, qu'elles font des rencontres grâce à la littérature, c'est un plaidoyer puissant sur l'importance du livre. Et ensuite, elles ont des initiatives également pour sensibiliser leurs camarades. Et je pense que lorsque cela se passe entre personnes de la même génération, le message passe plus facilement que si c'était des gens comme nous qui viennent pour dire aux jeunes de lire. Déjà pour le 10e anniversaire, nous sommes en train d'organiser la 5e biennale, la 7e édition, et le nombre de pays a augmenté. Donc, la dernière biennale, nous étions à 10 pays africains. Là, nous en sommes à 13, potentiellement 14 si tout se passe bien. Donc, ça, déjà, c'est une nouveauté. Ensuite, nous avons prévu tout un programme qui sera dévoilé dans les prochaines semaines autour de la décennie, donc du 10e anniversaire de Miss Littérature. Donc ça, c'est des innovations qui vont intervenir lors du concours béninois et après pour marquer l'événement comme il se doit. C'est une belle reconnaissance du travail que nous effectuons depuis 10 ans maintenant autour de Miss Littérature. Et c'est aussi la preuve que, contrairement à ce qu'on peut laisser entendre, les jeunes ne lisent plus, les jeunes n'ont plus envie de lire. C'est peut-être qu'on ne leur donne pas toujours l'occasion de lire, l'occasion de s'intéresser aux livres, parce que en tant qu'adultes aussi, en général, nous ne lisons pas et les enfants nous imitent. Donc c'est aussi la preuve que il y a beaucoup de jeunes et notamment de jeunes filles qui ont vraiment envie de lire, qui ont envie de découvrir les livres, de rencontrer des auteurs et de devenir aussi plus tard des écrivaines. Alors déjà, nous avons deux, je peux dire deux challenges, deux défis euh, parallèles. D'un côté, nous avons le défi de l'agrandissement du concours, parce que le concours Miss Littérature a quand même une vocation mondiale, même si c'est prétentieux de le dire. Mais moi, mon rêve, franchement, c'est que dans quelques années, que les filles ne rêvent plus de devenir Miss Monde ou Miss Univers, mais qu'elles rêvent de devenir Miss Littérature. Et ce défi entraîne un autre, qui est bien entendu le challenge du financement, parce que le livre, peut-être qu'il n'est pas trop sexy ou je ne sais pas, mais en tout cas, le concours gagnerait à mieux intéresser les potentiels partenaires ou sponsors pour soutenir justement cette croissance à travers déjà les pays africains, tous les pays africains francophones. C'est ça le défi immédiat. Ensuite, les pays africains plus globalement. Et puis les pays du sud global, donc je pense à des pays comme Haïti, etc. Et plus généralement les pays du monde entier. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité à partager ces quelques idées avec vos téléspectateurs et vos lecteurs.